En octobre 2025, un bourdonnement a remplacé les grillons. Le nord du Burkina Faso a changé de rythme. Au-dessus des plaines de Djibo, d'Arbinda et de Yamba, des drones ont supplanté les prières du soir, imposant une précision froide là où vagabondait la peur. Comment un État longtemps jugé fragile, guidé par Ibrahim Traoré, a-t-il inversé l'asymétrie et fait taire les embuscades nocturnes ? Dans le silence revenu après chaque frappe, un pays réapprend la maîtrise de son ciel, et le monde découvre que ce M murmure valait un cri. Ce récit n'est pas celui d'une guerre ordinaire. Il promet de révéler comment, sous la direction d'Ibrahim Traoré, un pays sans façade maritime ni industrie lourde a réussi à transformer la vulnérabilité en stratégie. L'enjeu dépasse la victoire militaire. Il s'agit de comprendre ce que signifie, au XXIe siècle, reprendre possession de sa souveraineté sans attendre l'approbation extérieure. Cette transformation, amorcée dans le vacarme des drones, expose un pari risqué, défendre sa liberté au prix d'un isolement diplomatique grandissant. Chaque opération, chaque vol nocturne raconte la même équation. Sécurité contre légitimité, indépendance contre approbation. Et derrière les chiffres que nous examinerons, budget détourné, routes rouvertes, civils déplacés, se cache une question qui nous concerne tous. Jusqu'où un État peut-il aller pour rester debout ? Ce que le Burkina Faso tente aujourd'hui, beaucoup l'avaient jugé impossible hier et hier. Survivre sans tutelle, se battre sans maître, espérer sans garantie. Entre octobre et novembre 2025, les rapports militaires indiquent une baisse de 37% des incursions armées dans le nord du Burkina Faso. Cette chute, confirmée par des données croisées du renseignement local et des observateurs sahéliens, marque un tournant que même les alliés régionaux n'avaient anticipé. La révélation initiale n'est donc pas une victoire spectaculaire, mais un basculement discret. Pour la première fois depuis des années, la peur a reculé avant les chiffres. Sous Ibrahim Traoré, la guerre a cessé d'être défensive. Le pays a cessé d'attendre que les menaces frappent pour répondre. Les frappes de drones, coordonnées avec les volontaires du soutien patriotique, ont redonné au territoire un sens de continuité. Routes rouvertes, villages rallumés, marchés rouverts sous escorte. L'architecture militaire s'est appuyée sur 3 leviers. L'intelligence en temps réel, la synchronisation entre troupes et civils, et une discipline stratégique centrée sur la rapidité. Mais derrière cette mécanique s'étend un contexte plus vaste. Depuis 2015, le Burkina Faso subit une érosion lente. Un tiers du territoire échappait au contrôle étatique, des milliers de familles déracinées, des écoles transformées en postes d'avant-garde. Le basculement de 2025 est donc moins un miracle qu'un rattrapage historique. Dans les vallées du Sahel, ce n'est pas seulement la technologie qui a fait la différence, mais la réintégration d'une population longtemps exclue du récit national. À Djibo, Arbinda et Yamba, les habitants racontent une même histoire. La peur s'est usée. La guerre a cessé d'être un spectre pour devenir une méthode. Et le monde, habitué à observer le Burkina Faso comme un symptôme, découvre un laboratoire. Ce pays enclavé, hier dépendant, dicte désormais son propre tempo. Au centre de ce virage se dresse Ibrahim Traoré, silhouette jeune et obstinée, dont la présence sur le terrain a redéfini la hiérarchie militaire. À Borzanga, les soldats évoquent un commandant qui partage la poussière, qui dort sous la même tente que ses hommes. Ce n'est pas la figure lointaine d'un chef d'État, mais celle d'un catalyseur. Il a transformé la loyauté en énergie tactique. Chaque village rallié, chaque volontaire intégré devient une extension de la défense nationale. L'impact s'est fait sentir dès les premières semaines. Les convois civils, escortés par l'armée, ont rétabli la circulation des vivres et des médicaments vers le nord. À Kaya, des enseignants racontent le retour des enfants à l'école sous le bruit familier des drones amis. Pour eux, ce n'était pas la guerre, c'était la routine retrouvée. En redonnant au quotidien un visage de normalité, le régime de Traoré a inversé la psychologie du conflit. Mais cette résilience a un prix. Chaque victoire accroît la dépendance du pays à son effort de guerre. L'État s'est militarisé jusqu'à devenir une structure hybride, mi-gouvernement, mi-organisation de survie. Pourtant, à ce stade du récit, une certitude domine. La transformation ne s'est pas limitée au champ de bataille. Elle a infiltré la vie civile, les marchés, la foi collective. Le nouvel ordre du Burkina Faso ne se lit pas seulement dans les décrets, mais dans les visages de ceux qui refusent désormais de fuir.
Tout commence le 8 octobre 2025, lorsque les signaux thermiques d'un groupe armé sont repérés près de Borzanga. Quelques minutes plus tard, 2 drones TB2 ajustent leur trajectoire. À 21h47, les frappes détruisent la colonne ennemie avant qu'elle ne rejoigne la frontière. Ce succès, validé par le haut commandement, devient le modèle opérationnel d'une nouvelle doctrine. Rapidité, précision, coordination. Une semaine plus tard, près de Djibo, une cache d'armes est démantelée sans combat. Le silence qui suit n'est plus celui de la peur, mais celui du contrôle. Entre octobre et novembre, Ibrahim Traoré ordonne une série de missions dites à empreinte minimale. Leur principe, neutraliser avant l'escalade. Les unités combinent reconnaissance aérienne et infiltration au sol. Les volontaires VDP, armés de radios civiles, servent de relais entre les drones et les bataillons. La guerre devient un maillage où chaque village transmet, avertit et protège. C'est une symphonie de survie réglée à la seconde près. Le 25 octobre, la nuit que les soldats appellent désormais le réveil, marque le basculement symbolique. Les drones frappent une vallée près de Yamba. Les combattants y dormaient. En quelques minutes, le front bascule. Pour la première fois, l'armée burkinabé agit non plus en réaction, mais en anticipation. Les analystes du Sahel y voient le signe d'une guerre intelligente, fondée sur des données locales plutôt que sur des ordres étrangers. Mais chaque réussite s'accompagne de son écho. Les critiques occidentales, les doutes humanitaires, les risques d'erreur. Pourtant, dans les marchés de Waïgouya, dans les cours poussiéreuses de Kaya, les habitants saluent ce tournant. Mieux vaut se battre debout que mourir à genoux, répètent-ils comme une prière laïque. La victoire ne se mesure plus en kilomètres gagnés, mais en nuits de sommeil retrouvés. Le 10 novembre, un rapport militaire annonce la neutralisation de près de 300 combattants et la réouverture de routes commerciales vers le nord. Les camions reprennent la route, les radios locales diffusent des bulletins de victoire. Ce qui ailleurs aurait été un simple détail tactique devient ici un symbole existentiel. Chaque convoi qui passe signifie qu'un pays respire à nouveau. Et dans cette respiration, Ibrahim Traoré inscrit son message. L'Afrique peut défendre l'Afrique. Les chiffres parlent avant les discours. En l'espace de 2 mois, le Burkina Faso a consacré 28% de son budget national à la défense et à la sécurité, un niveau inédit dans son histoire récente. Ce basculement budgétaire, annoncé par le ministère des Finances en novembre 2025, illustre le passage d'un État sous perfusion à un État d'effort total. Là où, autrefois, chaque franc dépendait de l'aide extérieure, le pays finance désormais sa propre survie. Le Fonds patriotique de soutien, créé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a collecté plus de 100 milliards de francs CFA en moins d'1 an. Les sources publiques confirment que 80% de cette somme provient de contributions citoyennes, enseignants, chauffeurs, commerçants. Ce chiffre, plus que symbolique, redéfinit la notion même d'indépendance. Chaque don devient un acte de souveraineté. Un pays sans mer ni mine d'or massive finance sa guerre avec la volonté de son peuple. Un troisième indicateur, selon les données de la cellule conjointe de renseignement du Sahel, les incursions armées dans les régions du Nord et de l'Est ont diminué de 37% entre octobre et décembre 2025. Cette tendance, stable depuis plus de 10 semaines, confirme une dynamique de reprise territoriale, mais derrière la statistique se cache une complexité humaine, la reconstruction lente des liens entre l'armée et les civils, l'adaptation d'une population à la logique d'une mobilisation totale. Chaque pourcentage révèle une histoire, des écoles converties en postes logistiques, des hôpitaux manquant de médicaments, des familles déplacées vers des zones plus sûres. La croissance du secteur défense se fait au détriment du reste, et pourtant, la majorité de la population y voit un investissement nécessaire. Car au Burkina Faso de Traoré, la sécurité n'est plus une promesse, c'est la condition préalable de tout. Ces chiffres, bien qu'imparfaits, témoignent d'un basculement structurel. Le pays s'est recentré sur lui-même, acceptant le coût moral et économique de sa métamorphose. Dans les rapports officiels comme dans les murmures des marchés, un consensus s'impose. L'indépendance a un prix,
mais la dépendance coûtait davantage. Les critiques de la stratégie d'Ibrahim Traoré se divisent en deux camps. Le premier y voit une dérive autoritaire, centralisation du pouvoir, dissolution des institutions électorales, surveillance accrue de la presse. Le second la considère comme un sursaut de souveraineté, une réponse pragmatique à l'abandon international et au vide sécuritaire que le pays subissait depuis une décennie. Ces deux visions s'opposent, mais partent du même constat. Le Burkina Faso n'a plus le luxe d'attendre. Les diplomates occidentaux évoquent la perte de pluralisme, mais sur le terrain, les habitants de Djibo ou de Kaya parlent d'un simple fait. Ils dorment enfin. Le débat sur la démocratie semble lointain face au retour du calme. Pour beaucoup, l'urgence n'est pas institutionnelle, elle est existentielle. Ils n'ont pas voté pour Traoré, mais ils le suivent parce qu'il est là, dans la poussière, visible, tangible. Les observateurs régionaux, eux, soulignent la cohérence d'une approche endogène. Ce n'est pas une révolte idéologique, mais une expérimentation africaine, produire la sécurité par les Africains eux-mêmes. Les alliances du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, montrent qu'un nouvel axe s'impose, plus horizontal, plus instinctif, presque fraternel. Pour équilibrer les critiques, il faut admettre la tension interne. La victoire tactique nourrit un risque politique. Une nation forgée par la guerre peut oublier comment faire la paix. Traoré le sait, il le dit souvent à ses officiers. Quand chaque citoyen devient soldat, la défaite devient impossible, mais la paix devient étrangère. Cette phrase, répétée dans les casernes, résume la double nature de sa révolution. Une indépendance conquise par la contrainte. La guerre n'est pas finie, mais elle a changé de nature. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au milieu de novembre 2025, sert de pivot, car ce n'est plus une bataille pour les frontières, c'est une lutte pour la définition même de la nation. En quelques mois, le Burkina Faso a cessé d'être un espace sous tutelle pour devenir un laboratoire de souveraineté. Le véritable tournant n'a pas eu lieu dans les airs, mais dans les cœurs. Les citoyens se sont mués en acteurs stratégiques. Conducteurs, enseignants, mécaniciens, chacun offrant sa part de survie collective. Le pays ne se contente plus de se défendre, il s'organise, il s'invente. Et dans cette reconstruction improvisée, la croyance est redevenue une arme. Ce moment marque la moitié du récit. L'élan paraît irréversible, mais l'ombre revient toujours. Chaque succès militaire rend plus floue la frontière entre sécurité et liberté. Le mythe d'une unité parfaite cache déjà les premières fissures. Le pari de Traoré tient désormais en une phrase: transformer la peur en discipline sans laisser la discipline devenir peur. À l'échelle du pays, la sécurité retrouvée a permis la réouverture de près de 60% des routes commerciales internes, selon les chiffres de novembre 2025. Dans les provinces du Nord, les marchés reprennent, les récoltes circulent et les stations de radio diffusent de nouveau. L'économie informelle, autrefois paralysée, redémarre grâce à la confiance. L'État, bien que surmilitarisé, a regagné sa présence symbolique. Pour la population, la souveraineté a cessé d'être un concept abstrait. Elle s'entend dans le ronronnement des drones. Du point de vue diplomatique, l'isolement du Burkina Faso s'accentue. Les sanctions de la CEDEAO et les critiques européennes se multiplient. Pourtant, ce retrait forcé nourrit paradoxalement la cohésion interne. Dans la capitale, les élites politiques invoquent une indépendance dure, préférant l'autarcie à la dépendance. Ibrahim Traoré devient, aux yeux d'une génération africaine, l'icône d'une autodétermination intransigeante, admirée à Bamako, Niamey et même à Abidjan. Au sein des nations du Sahel, l'alliance Burkina-Mali-Niger franchit un seuil inédit: partage de renseignements, mutualisation logistique, entraînement conjoint. L'idée d'une défense sahélienne intégrée n'est plus théorique. Dans les rues de Niamey, des fresques représentant Traoré apparaissent non comme un héros solitaire, mais comme un visage collectif. La coopération devient identité. Dans la vie civile, le prix humain reste lourd. Les hôpitaux manquent de médicaments, le coût de la nourriture grimpe de 15% et certaines écoles servent toujours de dépôt militaire. Pourtant, le moral collectif demeure stable. 68% des citoyens interrogés par un sondage local déclarent soutenir l'effort national. Dans les funérailles, les chants remplacent les cris, et dans les marchés, on parle de la guerre comme d'un mal nécessaire.
Le paradoxe est là, un pays plus libre mais plus fermé, plus fort mais plus fragile. Les gains de la victoire s'accompagnent d'une fatigue sociale palpable. Le Sahel observe et s'interroge. Jusqu'où cette cohésion pourra-t-elle résister au poids de la guerre permanente? Si l'on considère le scénario de base, le pays stabilise ses zones reconquises sans étendre ses offensives. Les alliances du Sahel, avec le Mali et le Niger, s'institutionnalisent. Les forces armées consolident leurs acquis, les services civils reprennent timidement. Ibrahim Traoré maintient une discipline stricte tout en amorçant une décentralisation partielle. La sécurité demeure la priorité. La reconstruction avance lentement. Ce scénario, le plus probable, implique une fatigue prolongée mais contrôlée. Dans l'hypothèse la plus favorable, l'économie, portée par les contributions locales et l'autonomie énergétique, amorce une reprise. Les sanctions internationales s'allègent sous pression régionale et les investisseurs africains redécouvrent Ouagadougou comme carrefour de résilience. Les forces de défense deviennent un modèle continental d'organisation hybride. Si cette voie s'impose, le Burkina Faso pourrait devenir en 12 mois le symbole d'une renaissance africaine, une souveraineté construite sans dépendance. Dans le cas le plus sombre, l'usure morale gagne la population, les infrastructures civiles s'effondrent et les groupes armés reconfigurés reprennent l'initiative. L'alliance sahélienne s'effrite sous les tensions économiques et le pouvoir central, acculé, restreint encore davantage les libertés. Le pays risquerait alors de basculer dans une paix armée où l'ordre se maintient par contrainte plus que par consentement. Dans tous les cas, un principe demeure. La survie précède la réforme. Comme l'a déclaré un officier à la télévision nationale, on n'organise pas d'élection dans une maison en feu. Cette phrase, reprise par Traoré lui-même, trace la frontière entre l'idéalisme démocratique et le réalisme d'un État en guerre. Si le pays parvient à transformer cette urgence en méthode, il pourra non seulement résister, mais inspirer, et rappeler au monde que la souveraineté n'est pas donnée, elle se construit, souvent à main nue. Dans cette histoire, chaque spectateur trouve un reflet. Pour les citoyens ordinaires, le récit du Burkina Faso rappelle que la liberté commence parfois là où finit la peur. Le combat d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celui d'un chef d'État, c'est celui d'un peuple qui refuse d'abandonner son droit à exister. Les images venues du Sahel ne sont plus des symboles de détresse, mais des leçons de courage. Pour les jeunes Africains, ce sursaut résonne comme un manifeste. Ils voient un continent capable de se défendre sans permission, de produire sa sécurité et son récit. Les mots souveraineté ou dignité cessent d'être théoriques. Ils deviennent palpables, prononcés dans les rues de Bamako, Niamey ou Ouagadougou. Une génération fatiguée de l'attente trouve enfin une grammaire de l'action. Pour les observateurs étrangers, enfin, le cas burkinabé pose une question dérangeante. Et si la dépendance avait été une forme plus subtile de fragilité, voir un petit État réécrire ses règles oblige à reconsidérer la hiérarchie du courage. Le regard occidental, habitué à juger le continent selon ses échecs, découvre un contre-exemple qu'il ne peut ignorer. Dans le fracas des drones et le murmure des foules, un message traverse les frontières. La stabilité ne se mendie pas, elle se bâtit. Et derrière chaque statistique, il y a un battement de cœur, celui d'une nation qui a décidé de se tenir droite, même seule. Face à l'incertitude, Ibrahim Traoré et son état-major ont défini une trajectoire en 5 étapes, plus proche d'un chantier que d'un programme. Tout d'abord consolider les zones libérées. Des commandements régionaux permanents ont été installés à moins de 50 km des anciennes lignes de front, réduisant les délais de réaction de moitié. Pour conclure, transférer les compétences logistiques aux civils. Les réseaux de transport, d'approvisionnement et de communication doivent être gérés localement, afin de ne plus dépendre des structures militaires. Pour conclure, instaurer un mécanisme de contrôle citoyen sur l'effort de guerre. Des comités communautaires supervisent les fonds du soutien patriotique, garantissant transparence et participation. Pour conclure, relancer les secteurs vitaux, éducation, santé, agriculture, à travers des corridors sécurisés. L'objectif, prouver que la paix peut redevenir une habitude, non une exception. Pour conclure, préparer la réintégration politique. Sans fixer de date électorale, le gouvernement promet une transition vers un modèle institutionnel adapté à la réalité d'un pays en guerre.
Cette feuille de route n'est ni parfaite ni définitive, mais elle trace une ligne de survie lucide. Elle traduit la conviction que la reconstruction ne viendra pas de l'extérieur. Le Burkina Faso, épuisé mais debout, avance sans certitude, avec la foi têtue de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Dans un cimetière balayé par le vent de Yamba, une mère lève la main au-dessus de la tombe de son fils, capitaine tombé lors d'une mission de drone. La scène, diffusée à la télévision nationale, a figé tout un pays. Ce jour-là, Ibrahim Traoré n'a pas parlé. Il s'est tenu derrière elle, silencieux, laissant le deuil parler à sa place. Ce moment, plus fort qu'un discours, a transformé la douleur en symbole. Le geste de cette femme a résumé ce que des milliers de mots ne pouvaient pas. La souveraineté coûte, mais elle élève. Dans la poussière et les champs, le peuple a compris que son histoire ne se dictait plus de l'extérieur. Le Burkina Faso, longtemps réduit au silence, avait trouvé sa voix, rauque, fière, indomptable. Au-delà des frontières, cette image a traversé les écrans comme un miroir, car ce n'est pas seulement un pays qui s'est relevé, c'est une idée, celle que la dignité peut renaître du chaos. Et, dans cette foi têtue, le Sahel tout entier entend battre un nouveau cœur. L'histoire du Burkina Faso n'est pas close, elle s'écrit chaque nuit, dans le grondement des moteurs et la patience des mers. Si le monde regarde ailleurs, c'est ici, dans la poussière du Sahel, qu'une question se pose à chacun. Qu'est-ce que la liberté quand elle doit se défendre seule ? Ibrahim Traoré n'a jamais promis la facilité, seulement la continuité. Ce qu'il incarne dépasse la politique, c'est un miroir tendu à toutes les nations qui confondent aide et dépendance. Le Burkina Faso, par sa lutte, rappelle qu'une petite voix peut résonner plus fort qu'un discours. À ceux qui lisent ou écoutent cette histoire, une invitation demeure. Parler, débattre, comprendre, ne pas détourner le regard, car le silence a toujours été l'arme la plus ancienne. Si cette expérience du Sahel ébranle nos certitudes, qu'elle le fasse avec dignité, celle d'un peuple qui, face à la nuit, choisit encore de se tenir debout.